Salut très chers téléspectateurs habitants de Kinshasa, de Brazzaville, de partout ailleurs, je vous salue. Alors comme d'habitude, nous recevons pour vous toujours des invités aussi spéciaux. Dans notre magazine Percé, nous parlons de certaines personnes que vous connaissez et que vous ne connaissez peut-être pas. Alors je vous laisse d'abord découvrir qui est notre invité d'aujourd'hui. Je la laisse elle-même se présenter puisque c'est Madame Wivine qui va se présenter elle-même. Alors, suivez. Je m'appelle Wivine Chimoussa. Je suis mariée, mère de 5 enfants. Je suis, comme vous venez de le dire, la présidente nationale de la synergie des parents d'élèves des écoles officielles et conventionnées. Je suis en même moment coordonnatrice adjointe de la société civile Forum des leaders. Ok. Au sein de l'Assemblée nationale. Au sein de l'Assemblée nationale, je suis déléguée de la société civile. Ok. Au sein de concertation, je suis déléguée de la société civile pour le compte de la société civile. D'accord. Comment est-ce que vous êtes structuré dans votre organisme? Bon, d'abord, je m'en vais parler de mon organisation qui m'a mandatée au sein de la société civile. C'est la synergie des parents. Je suis présidente nationale, comme je viens de le dire. Nous avons un comité de direction ou comité exécutif, comme on a l'habitude de le dire. Ce comité est composé de 3 femmes et 7 hommes. Ouais. Il y a le secrétaire général, il y a la trésorière, il y a le secrétaire permanent, il y a le vice-président, il y a le conseil juridique et le conseil des sages. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que vous faites dans votre organisation? Bon, les objectifs que nous poursuivons dans la synergie des parents, comme le nom l'indique, c'est l'amélioration. Nous avons 2 principaux objectifs ou spécifiques. C'est l'amélioration de la qualité de l'enseignement et l'accessibilité de l'éducation à tous les enfants congolais. Ouais. Et plus précisément, nous voulons, qu'est-ce que nous voulons poursuivre comme objectif? Nous voulons qu'au sein dans la République démocratique du Congo, que tous les enfants puissent accéder à l'âge scolaire, puissent avoir accès à l'éducation, malgré leurs moyens ou la bourse des parents. Okay. Et par là, Et c'est là gratuitement non, nous n'arrivons pas encore là. Là, okay. Quand nous parlons de l'accessibilité, nous ne regardons pas seulement l'école primaire. Okay. Puisque la loi est claire, à son article 43, la Constitution prône la gratuité de l'enseignement primaire obligatoire sur toute l'étendue de la République. Et nous disons non seulement la gratuité au niveau de l'enseignement primaire, mais il y a un problème du coût que nous avons analysé depuis plus d'une décennie. Le coût de la scolarisation des enfants devient de plus en plus élevé et cela exclut un bon nombre d'enfants congolais à l'éducation. Et c'est ainsi que nous nous sommes dit, nous en tant que parents, nous avons le devoir d'éduquer nos enfants puisque comme nous le savons tous, l'éducation c'est la base ou la source du développement et de l'avenir, pour assurer un avenir meilleur à nos enfants qui vont nous remplacer plus tard. Nous devons assurer déjà leur éducation au niveau de la base. Puisque si au niveau de la base, l'éducation de l'enfant n'est pas assurée, n'est pas bonne, et la suite ne sera pas bonne. Et là, vous visez quel genre d'école? Nous visons les écoles officielles ou encore les écoles publiques. Quand nous parlons des écoles publiques, nous voyons les écoles officielles comme les Athénées. Dans le temps, ce sont les écoles officielles qui sont directement gérées par l'État. Et nous avons les écoles conventionnées. Quand nous parlons de conventions, ça veut dire qu'il y a eu convention entre les églises et le gouvernement et l'État. L'État a donné un certain nombre des écoles aux confessions religieuses. Et c'est là, depuis la convention de 1977. Et cette convention avait, dans cette convention, on avait spécifié 4 églises. Il y avait la confession, les catholiques,
les protestants, les kimbanguistes et les musulmans. Ok. Mais à l'heure actuelle, nous avons d'autres confessions religieuses qui se sont ajoutées, qui ont un certain nombre d'écoles. Nous citerons les salitistes, nous citerons les églises des réveils aujourd'hui, qui gèrent un certain nombre d'écoles. Et du coup, nous disons que cette convention devrait normalement être revue dans ces différents articles, puisque en fait cette convention est devenue un peu archaïque, s'il faut le dire, par rapport aux accords qui étaient spécifiés dans les temps, et par rapport aux besoins de scolarisation et à bon nombre d'autres préoccupations quant à la qualité ou à la gestion même des écoles. C'est pourquoi nous disons que cette convention devait normalement être revue. C'est-à-dire que l'État devrait rentrer dans cette convention pour voir comment intégrer d'autres paramètres, pour voir comment revoir d'autres articles dans cette convention pour que ça ne puisse pas créer un double emploi en ce qui concerne la gestion des frais, en ce qui concerne la prise en charge, ainsi de suite. Et pour cela, vous travaillez en partenariat avec les PSP ou bien... Tout à fait. Okay. Nous travaillons en partenariat avec les PSP. Pour revenir un peu en arrière, notre association a vu le jour depuis le mars 2009 et jusqu'à ce jour, on a 4 ans. Oui, on a eu à mener bon nombre d'actions, entre autres les plaidoyers, c'est ça notre cheval de bataille. Les plaidoyers que nous faisons, nous adressons aux différents partenaires de l'éducation. Et cela veut dire, c'est ce qui montre même l'origine de notre nom. Nous sommes Synergie. Quand nous disons nous sommes Synergie, nous travaillons non seulement avec les associations, d'autres associations de parents. Et en abréviation, c'est comment? Synergie des parents, SPECOC. Okay. SPECOC, voilà. Oui, ça. La SPECOC travaille en association avec d'autres associations qui traitent de l'éducation. Nous citons les syndicats de l'éducation, nous citons d'autres associations qui ont vu le jour avant nous, entre autres les associations des parents des écoles catholiques, des écoles protestantes, les associations des parents des écoles musulmanes, les associations. Et nous voulons travailler avec tout le monde pour qu'en synergie, nous puissions vraiment entrer en fond pour analyser les problèmes que nous trouvons dans notre système éducatif. Oui. Alors, nous savons tous que notre système éducatif, à un certain moment, si nous devons rentrer dans l'histoire, il y a de cela... vous avez déjà mis en œuvre vos objectifs? Tout à fait. Comme je l'ai dit, nos objectifs, c'est analyser la qualité, suivre la qualité qu'on donne, de l'enseignement qu'on donne à nos enfants, puisque c'est notre devoir en tant que même l'accord cadre de 1986 reconnaît le parent comme un partenaire à part entière de l'éducation. Et c'est pourquoi nous disons, nous, le parent, nous ne pouvons pas croiser les bras. Nous devons suivre l'éducation qu'on donne à nos enfants. C'est ça le devoir et la responsabilité même des enfants. Vous travaillez aussi en partenariat avec les parents. Voilà. Okay. Et les parents sont nos membres. Oui. Et puis c'est eux qui envoient les enfants à l'école et c'est eux qui savent qu'est-ce qui se passe là-bas où leurs enfants étudient. Est-ce que les enfants sont bien traités? Est-ce que la matière qu'on donne aux enfants, elle est normale? Est-ce que les enfants réagissent normalement? Est-ce que les frais que les parents payent, les enfants se retrouvent dans l'éducation qu'on leur donne? Ainsi de suite. Est-ce que les parents ne subissent pas les tracasseries des écoles, comme nous le savons tous? Et d'ailleurs, c'est de par nos plaidoyers, dans le temps, en 2010, on a eu à publier un plaidoyer qui montrait le dysfonctionnement qu'il y avait dans notre système éducatif. Entre autres, les comités de parents qui étaient dans les différentes écoles, qui étaient normalement, dont le rôle était de s'occuper, de faire l'interface au fait entre l'école et les parents, n'arrivaient pas à faire exactement ce travail-là. Comprenez? Oui. Et il y a des articles ou encore des arrêtés et des édits qui fixent les frais scolaires n'étaient pas respectés dans bon nombre des écoles. Les arrêtés qui fixent les modalités de tenue des assemblées générales de parents dans les écoles n'étaient pas respectés aussi. Si vous parlez de frais scolaires et de paiement de l'enseignant,
Oui, Ça, c'est pas votre problème. j'en arrive. D'accord. J'en arrive. Oui. N'était pas respecté. Oui. Et aussi, on avait constaté que les parents étaient en face de deux types de frais à payer. Les frais communément appelés les frais scolaires légaux, qui sont fixés au début de chaque rentrée scolaire par un édit du gouverneur de province, et les frais que les parents devaient, les deuxième sorte de frais scolaires que les parents devaient supporter, communément appelés en langage courant la prise en charge ou encore le frais de motivation. C'est le terme qui convient. Ces frais de motivation servaient à motiver les enseignants. L'origine de ces frais de motivation, qui constitue actuellement un fardeau énorme sur les parents, vient de 1998, si je me trompe, à l'époque où il y a eu des problèmes de crise financière au niveau dans notre pays. L'État ne pouvait pas supporter correctement les salaires des enseignants. Il y avait des retards de paiement dans les salaires et les enseignants menaçaient. Il y avait des grèves à répétition des enseignants et les parents se sont... Vous travaillez aussi en partenariat avec le syndicat des enseignants. Ouais. On s'est mis d'accord à l'époque, les associations qui existaient, entre autres l'archevêque, les écoles catholiques, puisque c'est les catholiques qui détiennent un bon nombre d'écoles sur toute l'étendue de la République, se sont réunis avec le gouvernement en partenariat pour dire que non, on ne peut pas laisser nos enfants chômer pendant plusieurs années. Il faut faire quelque chose. Et on a décidé qu'on devait prendre en charge les enseignants en termes de transport. Puisque les enseignants se sont dit, nous acceptons de venir enseigner malgré que nos salaires ne sont pas payés, pourvu que nous puissions avoir un transport pour nous amener au lieu du travail. Et les parents devaient supporter une modique somme. Je me rappelle à l'époque, ça n'arrivait pas en termes de... C'était en termes de zaïrs, ça n'arrivait pas au-delà de 200 zaïrs. Oui. Par parent pour payer les frais de transport des enseignants. Mais depuis lors, vous comprendrez avec moi que ce système s'est presque institutionnalisé et c'est devenu, je ne sais pas comment le dire, permettez-moi le terme, c'est devenu en quelque sorte officiel. Du fait que au niveau des écoles, et au niveau de l'arrêté, on dit que non, le frais officiel, les frais légaux, l'État les fixe, par exemple, je dis n'importe quoi pour l'école primaire, à 7 000 francs. Mais les autres frais seront fixés en accord avec le parent et l'école. Et quand on parle des autres frais, on sous-attend ces frais-là de motivation. Et vous verrez du coup, sans qu'il y ait assemblée générale, c'est-à-dire qu'on appelle les parents, les directeurs, les chefs d'établissement se mettent ensemble avec les parents et le comité des parents pour se mettre d'accord pour dire que non, nous fixons à autant ces frais de motivation. Non. Du coup, le gestionnaire des écoles prenait délibérément décision. Du coup, on fixe, je dis n'importe quoi à l'école primaire, parfois 100 $, ou 150 $ par élève, à l'école primaire déjà. Et on a remarqué que ces frais-là ne faisaient qu'augmenter chaque année, sans que personne ne dise mot. Et les parents, du coup, les parents les plus pauvres, commençaient à avoir difficile à faire inscrire leurs enfants dans les écoles. Au-delà de ces frais, les écoles commençaient à obliger même les achats des uniformes et des journaux de classe à des prix exorbitants. Tout cela, nous avons dénoncé en 2010 dans notre plaidoyer que nous avons adressé aux différents partenaires de l'éducation. Et Dieu merci, les partenaires nous ont compris. Ils en ont fait leur combat. Et nous voyons quand même qu'on a décrété en 2010 la gratuité obligatoire dans toutes les provinces, sauf la ville de Kinshasa et la ville de Lubumbashi. Puisque vous parlez de provinces, est-ce que vous êtes aussi établi dans toutes ces provinces-là? Nous sommes à Lubumbashi, nous sommes dans le sud Kivu et nous sommes aussi dans le nord Kivu, sauf qu'à Mbandaka, notre correspondant avait eu des problèmes, il s'est déplacé de Mbandaka, le point focal, on n'a plus un point focal à Mbandaka. Sinon, nous avons jusque-là 3 points focaux
Lubumbashi, Sud et Nord Kivu. Oui, mais ma préoccupation est de savoir comment est-ce que vous arrivez à résoudre chacun de ces problèmes qui ont été soumis par chaque président du comité des parents. Nous ne sommes pas là pour solutionner les problèmes. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas dire que non, nous avons de l'argent dans notre caisse pour payer par exemple les frais scolaires, puisque il y a chaque année, suite à ces montants exorbitants qu'on demande aux parents en termes de frais de motivation, un certain nombre de parents n'arrivent pas à payer, un bon nombre de parents n'arrivent pas à payer, et chaque fois on termine l'année scolaire avec des bulletins retenus dans différentes écoles conventionnées plus particulièrement, parce que là on retient souvent les bulletins. Quand les parents n'ont pas terminé le frais on retient le bulletin de l'enfant. Et nous avons des rapports comme ça, beaucoup de bulletins sont retenus, et du coup, le parent, il se sent vraiment asphyxié, il n'a pas moyen de payer, il change l'école. L'année prochaine, il va faire un autre bulletin, il envoie son fils dans une autre école. Et nous sentons que vraiment, si nous continuons à encourager ce système, il n'y aura pas de solution. Dans notre synergie, nous sommes là, pas seulement pour dénoncer, mais pour encourager aussi, accompagner aussi les quelques actions, bonnes actions que le gouvernement est en train de mener depuis 2010. Okay. Et là où ces décisions de l'État par rapport aux frais promulgués, les arrêtés promulgués par rapport à l'amélioration de la gestion ou des frais ne sont pas respectés, nous dénonçons pour que le gouvernement puisse prendre des mesures. Alors, et nous avons remercié aussi le ministre de l'EPSP au courant de l'année passée, 2012-2013. On a sanctionné certains responsables d'écoles suite à ce que nous avons toujours dénoncé. Et le terme que nous avons sorti qui parle de la marchandisation continue à être d'application aujourd'hui. Nous avons vu cette année scolaire, les gouverneurs de province s'est impliqué. Il a demandé aux parents de dénoncer ces écoles qui continuent à faire la marchandisation. Pour les provinces où nous ne sommes pas présents, comme j'avais dit, comme on travaille en partenariat avec d'autres associations, il y a les informations qui viennent de ces associations. S'ils trouvent que c'est vraiment pertinent, ils nous informent. Il y a d'autres associations sur place avec qui vous travaillez en partenariat. Ils nous informent. Ils vous soumettent les doléances pour dire que non, si ce n'est pas traité au niveau de la province, ils nous envoient l'information. Et c'est dans ce sens-là que nous avons raisonné, nous nous sommes dit, depuis le début de cette année, on a mis en place les bulletins d'information. Depuis le mois de mars, on a commencé à publier les bulletins d'information pour donner toutes ces informations-là venant des provinces, venant de Kinshasa, qui concernent la scolarisation, qui concernent l'éducation d'une manière générale. À l'époque avant l'époque coloniale, c'est-à-dire, si je dois prendre à l'indépendance déjà, même légèrement après l'indépendance, le budget de l'éducation allait jusqu'à 25%. On consacrait 25% du budget national pour l'éducation. Mais ce budget-là a été réduit jusqu'à 5%. Ah bon? Alors que les besoins éducatifs, depuis 60 jusqu'à aujourd'hui, personne ne peut dire le contraire. La population ne fait qu'augmenter. Le nombre d'enfants scolarisés a largement augmenté. Et c'est ce moment-là qu'on résout. Voilà. Au fur et à mesure que les besoins augmentent, on diminue le budget, le financement. D'office, c'est un déséquilibre. Les écoles, là je parle maintenant de l'offre. La loi de l'offre de la demande est déséquilibrée. C'est vraiment un déséquilibre. Et nous voyons que les mêmes écoles que à l'époque belge existaient, ce sont ces mêmes écoles qui continuent à exister. Ce qui fait que le pourcentage des écoles privées a augmenté. Or, nous savons que les écoles privées, c'est, excusez-moi le terme, j'ai dit entre guillemets, c'est un peu le business. Et si ce n'est pas le business, la qualité peut vraiment être là, mais ça devient exclusif. Or, nous savons que l'éducation, c'est une affaire sociale. Alors, pour la rendre sociale, il faut que l'État puisse prendre ses responsabilités. Il ne peut pas laisser l'éducation entre les mains des privés. Sinon, ça, c'est une destruction de la population. Puisque la population congolaise, comme nous le savons tous, et plus ou moins 70% de la population vit
dans une situation de précarité ou la pauvreté. Alors, comment voulez-vous que ces 70% puissent accéder à une éducation de qualité à ces coûts-là qu'on paye dans le privé? Notre vision, c'est d'amener la population congolaise à comprendre que sans l'éducation, on ne peut pas aller très loin. Nous nous sommes dit que nous ne pouvons pas travailler en vase clos. Nous sommes déjà une synergie, nous sommes dit que nous devons nous intégrer dans une autre grande plateforme où il y a plusieurs d'autres thématiques avec qui nous pouvons travailler ensemble. C'est ainsi que nous sommes intégrés dans la plateforme de la société civile qu'on appelle Forum des leaders. Okay. Puisque nous-mêmes, nous nous considérons déjà des leaders. Puis je me suis intégré dans la société civile, c'est de par l'éducation civique. Lors des élections de 2011, nous avons compris qu'il y avait un problème d'éducation de la population. Et nous étions déjà intégrés dans l'éducation civique et électorale parce que nous avons suivi un bon nombre de formations dans ce sens-là. En tant que parents, on a cette obligation d'éduquer aussi la population ou encore nos jeunes gens sur la façon sur l'approche des élections. Et on a vu tout ce qui s'est passé autour des élections à cette époque-là. Nous nous sommes dit qu'on ne peut pas croiser les bras. Vu la mauvaise organisation des élections, il faut faire quelque chose. Nous étions parmi notre plateforme était parmi les initiateurs de la pétition. La pétition qui a découlé, qui a chuté sur le changement du bureau de la CENI et l'élection de l'actuel bureau. Nous étions dans le bureau qui a organisé les élections sur l'éducation, la thématique éducation civique. Nous étions dans ces bureaux comme modératrice adjointe. Et on a organisé ces élections d'une manière démocratique et on a élu un candidat de la société civile au sein de l'actuelle CENI. Et après, il y a eu le travaux de l'ordonnance loi sur les concertations. On a analysé, on a fait des débats autour de cette ordonnance, on a proposé le schéma, comment ça devait se faire. Nous, on avait à son temps proposé, on a fait un cahier de charges, on avait proposé le schéma du dialogue. Bon, il y a eu l'opposition, il y a eu la majorité, il y a eu tout ce qu'il y a eu autour de cette appellation. Bref, les concertations ont eu lieu. Nous avons eu la grâce d'être cooptés comme délégués aux concertations. Puisque nous parlons des concertations, est-ce que, en tant que participante, les résultats ont été satisfaisants ou vous aviez eu aussi à vous plaindre? C'est une question très difficile, mais je voudrais là répondre non pas en tant que politicien, puisque c'est vrai aujourd'hui on dit que la société civile est politisée. Mais je voudrais quand même profiter de cette occasion pour faire comprendre à la population congolaise que le rôle que la société civile devrait normalement jouer, c'est le rôle d'interface. Quand je dis interface, c'est-à-dire la société civile devait faire l'interface entre les politiques et la population. Et par là, j'ai dit que la société civile ne peut pas être politisée ou être à la merci ou instrumentalisée pour une tendance politique. Parce que j'ai bien dit, la société civile, c'est une case au milieu du village, c'est-à-dire que la société civile doit être là pour faire l'interface. Les actions que le gouvernement entreprend, qui sont pour l'intérêt de la population, nous, en tant que société civile, nous devons soutenir, nous devons accompagner. Les actions que l'opposition entreprend, qui sont pour l'intérêt de la population, nous devons accompagner. Les actions que la majorité au pouvoir entreprend, qui ne sont pas pour les intérêts de la population, nous devons dénoncer. Même chose, moutandis pour l'opposition. Et c'est ça le rôle que la société civile devait jouer. Donc la société civile est là. Quand vous dites devait jouer, oui. Donc ça n'a pas Je sais pourquoi j'ai dit ça. La société civile devait être là pour défendre les intérêts de la population, amener les déshydratats de la population vers
ceux-là qui sont supposés en train de gouverner. C'est là que nous avons, nous, la population, déléguée comme députés nationaux, comme sénateurs. La société civile devait faire ce travail, devait amener ceux-là que nous avons mandatés pour nous gouverner à prendre en compte les déshydratats de la population pour que cette population puisse vivre dans la paix, dans la joie, puisque, qu'on se le dise, il n'y a pas de paix sans pain. Donc, si nous parlons de paix, la paix plutôt doit s'accompagner du pain. Les deux choses-là ne peuvent pas être séparées. Ok. Mais la lecture que nous faisons actuellement montre que des fois, les politiques cherchent à instrumentaliser la société civile. Ou à instrumentaliser certains acteurs ou leaders de la société civile. Et c'est là que ça pose problème. Et c'est là que des fois, la population que nous représentons, nous qui sommes de la société civile, puisque nous sommes la bouche de la population, cette même population ne nous fait pas tellement confiance. Et c'est la fragilisation de toute une nation. Puisque qu'on se le dise, dans d'autres pays, c'est la société civile qui accompagne les actions du gouvernement ou qui amène le gouvernement vers des actions pour l'intérêt général. Je reviens sur la question que vous m'avez posée tout à l'heure là. Si nous avons une satisfaction par rapport à notre participation aux concertations, personnellement, je dirais, si je dois regarder les recommandations que nous avons faites, je dirais que je suis satisfaite. Puisque nous avons décortiqué tous les problèmes du Congo. Nous sommes allés de bout en à fond. Nous avons dit tout ce qui s'est passé, tout ce que nous avions comme problème, comme difficulté par rapport au vécu quotidien du peuple congolais, par rapport à son éducation, par rapport à l'environnement, par rapport à l'État, par rapport à la gestion. Tout a été dit dans les différentes thématiques. En tout cas, le débat était libre. Du moins, dans la thématique où moi j'ai travaillé. Et nous avons donné toutes les recommandations qu'il fallait. Et même, on est allé jusque très loin pour dire la crainte que les Congolais avaient par rapport à l'article 220 de la Constitution et d'autres articles qu'on ne voulait pas qu'on puisse y toucher. Nous aussi, nous sommes allés dans le même chemin. Pour dire que ces articles-là sont fermés, on ne y bouge pas, on ne touche pas. Maintenant, en suivant le règlement d'ordre intérieur des concertations qui avait dit que les résolutions et les recommandations ici des concertations devaient être remises entre les mains du chef de l'État. Et c'est ce qui a été fait. Je crois que tout le peuple congolais, c'est vrai qu'il y a par-ci par-là des difficultés de l'électricité, d'autres personnes n'ont pas suivi. Le chef de l'État a été clair, il a dit qu'il a écouté, il a lu, il a compris, puisqu'on lui faisait rapport au jour le jour. La cérémonie officielle de remise des résultats, ce n'était qu'officiel, mais en officieux, il avait déjà la plupart des recommandations, la synthèse au fait des recommandations qu'il a écoutées. Et nous sommes allés très loin pour dire que nous voulons accompagner ces résolutions pour que ça puisse avoir lieu, pour que la réalisation, ça puisse apporter des effets. Donc il faudra qu'il y ait un suivi, une évaluation après pour voir si tel aspect ou tel aspect a été résolu. On a même dit ça dans les condensés des recommandations. Maintenant, c'est un peu comme la parole de Dieu. La Bible dit ne volez pas. Vous avez l'information que si je vole, c'est mauvais. Mais quitte à vous de mettre cette parole en pratique. Et c'est ce que nous voulons. Et qui dit mettre la parole en pratique, il y a deux choses capitales qu'il faut prendre en compte.
Puisque ce n'est pas l'arbre qui viendra mettre ça en pratique, ce n'est pas, comme on le dit, comment dirais-je, ce n'est pas la machine qui viendra mettre ça en pratique, ce sont les hommes. Donc il faudra qu'il y ait les hommes. Bonne volonté, voilà, capables et de bonne volonté pour mettre en pratique ces résolutions, pour que cette population congolaise, en particulier celle de l'Est qui continue à souffrir, puisse aussi respirer. Okay. Et que chaque peuple congolais puisse être fier de se dire je suis congolais. Partout où j'irai, tête haute, je peux dire que je suis congolais. Ouais. Quel est votre point de vue sur la gouvernance de la RDC pour les jours à venir? La gouvernance, c'est une culture qu'on doit en principe imprimer dans notre pays. Le mot gouvernance, bon, les gens, tout le monde parle de la gouvernance, mais moi je crois que c'est toute une culture que nous devons imprimer dans le peuple congolais. Et du coup, je dis, il n'y aura pas de gouvernance tant qu'il n'y aura pas de sanctions et de punitions. Okay. C'est toute une discipline qu'on doit imprimer dans le peuple congolais à tous les niveaux. Et cela peut se réaliser si déjà on prévoit des sanctions. Et c'est la sanction qui dit sanction dit justice. Et une justice distributive. Sans cela, nous allons parler gouvernance 5 ans, 10 ans, on ne décollera pas. Donc, en un mot, nous avons besoin des hommes qui doivent être intègres et qui doivent être capables ou encore imprimer du souci des autres, du souci ou de l'intérêt communautaire. Puisque en fait, je vais dire quelque chose que je voulais quand même, qui est quand même important. C'est vrai, il y a des fois que nos gouvernants, je me dis peut-être moi aussi, si je suis là, peut-être je ne serai pas capable de réaliser cela. Nous allons dans des négociations en négociation, mais pourquoi ces négociations n'aboutissent pas? Ou encore, nous signons des contrats, pourquoi ces contrats n'aboutissent pas? Les peuples ne se retrouvent pas dans ces contrats. Tout simplement, puisque ceux-là qui sont habilités à signer ces contrats, souvent ils oublient la population. Ils ne se posent pas la question, quand je vais signer tel contrat, quelle sera la part de la population? Quelle sera la part du peuple congolais? C'est vrai, moi je vais me retrouver, puisque c'est moi qui ai amené ces dossiers, c'est moi qui continue à négocier, et c'est moi qui s'ouvre en négociant, mais quelle est la part de mon peuple? Et cela demande l'amour du patrie. Et c'est pourquoi moi, au niveau de l'amour du patrie, je dis, cet amour du patrie doit être communiqué déjà dès les bas âges, à l'école primaire, pourquoi pas déjà à la maison. Ouais. Donc, ça c'est une interpellation de nous les parents. Ouais. Et c'est un devoir de nous les parents. Comme qui dit, vous êtes etengami, ou bien li beno etengami, etengama kala, pour redresser en côté facilement. Il faut du temps. Vraiment. Donc, ce n'est pas au coup d'un bâton magique que les choses vont changer dans ce pays, mais il faut qu'on commence quelque part. C'est-à-dire à la source. Je dis déjà, et c'est parmi les recommandations que nous avons faites, déjà au niveau de l'école primaire, pourquoi ne pas commencer à enseigner aux enfants l'amour de notre pays, par l'histoire du pays, la connaissance. Peu d'enfants au Congo connaissent le fin fond de Mbandaka. Quel est le village, tous les villages ou les provinces, les sous-territoires de Mbandaka. Mais si vous lui demandez les pays comme la France, l'histoire de la France et Charlemagne, ils connaissent ça très bien. Donc c'est une interpellation que nous devons tous saisir et mettre la main dans la pâte, chacun à son niveau, pour que les choses aillent de l'avant.
D'accord, merci vraiment, nous sommes pratiquement à la fin. Je vous remercie Madame Ouivine d'avoir accepté notre invitation. Merci au peuple congolais, merci à tous les téléspectateurs de la chaîne Congo Web Télévision. Je remercie mon équipe technique, Roy Mbouyi, Yannick Kayeye, Kimski Mbulungu. Je remercie toute l'équipe de CD Production et lui-même M. Grégoire Kachalet, pourquoi pas lui-même le directeur général de Congo Web, M. Gabriel Chagami, et toute l'équipe de Congo Web Télévision. Je vous remercie. Nous allons nous revoir prochainement. Au revoir. Merci.